Dans cet épisode, nous allons voir le showdown de l'Adelaide Uprising voyant s'affronter les codex Custodes et Dark Angel. Pour la liste Custodes, nous sommes en Shield Host Solar Watch, vous offrant un bonus de +1 à l'Advance et charge, et vous êtes éligible pour désengager et charger. Pour ce qui est de leur kata martial, le Callistus, cela vous permet en première position de lancer 2d6 au lieu d'1 pour Advance et de garder le meilleur résultat, permettant ainsi d'optimiser leur phase de mouvement. La seconde position permet d'être considéré comme stationnaire pour la phase de tir si vous avez réalisé un mouvement normal ou une advance durant votre phase de mouvement. Commençons par les QG. Nous avons Aleia. Comme toutes les Sœurs du Silence, elle offre une bulle de malus au psycheur ennemi et ne pourra pas être ciblée par des pouvoirs psychiques. Ensuite, nous avons un Shield Captain Don Eagle en Bolter Hurricane et l'amélioration Tip of the Spear, offrant la relance des 1 pour toucher et blesser pour lui-même. Du côté des élites, 3 unités d'Alarus Custodian, une unité de 3 et 2 unités d'1. Ensuite, nous avons 2 unités de 10 Custodian Warden et un Vexillus Praetor Alarus avec le trait du Shield Host Sallyforth offrant la possibilité d'advance et charger à une unité d'infanterie. Très pratique lorsque, sous le bon kata, vous pouvez lancer 2d6 à l'advance en gardant le meilleur résultat et ajoutant +1 et derrière charger à 2d6 +1. Sans oublier la pluie de tir que vous pouvez lâcher si vous choisissez les 2 positions de votre kata Callistus. Ah, j'oubliais, les Warden ont une insensible à 6+. Continuons avec le Vexillus Praetor car ce n'est pas fini. Il a la relique Castellan Mark qui vous permet de redéployer 2 unités une fois que vous connaissez le premier joueur. Pour finir avec ce personnage, il est équipé de l'étendard Magnifica offrant le couvert dense aux copains à 6 pouces autour de lui. Je dois avouer que la liste sort des sentiers battus que l'on avait vus jusque-là avec Nashmoon et Nephilim. Cela donne un peu de fraîcheur à une faction qui était très fixe. Finissons avec la liste en attaque rapide avec une unité de Witchseeker et leur lance-flamme, toutes transportées dans un rhino. Passons à la liste Dark Angel. Ce sera une double wing. En QG, Lazarus, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il offre une insensible 5+, autour de lui contre les blessures mortelles. Si c'est lui qui les subit, alors l'insensible passe à 4+. De quoi rendre des Terminator Deathwing plus résistants que la normale. Ensuite, nous avons un Ravenwing Talon Master avec la relique Arbiter Gaze et Samael grâce à un nouveau stratagème, l'Heroic Support. Du côté des troupes, 2 unités d'infiltrateurs en Helix. En élite, un Deathwing ancien avec le trait Watched qui permet d'avoir un deny automatique extrêmement fort, car il empêche forcément votre adversaire à prendre un objectif secondaire Warcraft. Il a le trait Rite de guerre, qui vous permet d'être super OP, l'amélioration en chapter ancien afin de fournir un +1 pour toucher en mêlée, et ce sera le seigneur de guerre de la liste. Nous avons une unité de Deathwing Command Squad équipée de marteau et bouclier, de 2 unités de 10 Terminator Deathwing, toutes les deux entièrement équipées de marteau et bouclier et de 2 missiles cyclones, ainsi que d'un Watcher in the Dark pour offrir un deny par partie. Pour finir avec les élites, le Ravenwing apothicaire, amélioré en chef apothicaire et avec son trait de seigneur de guerre Selfless Healer. Donc pour résumer, on a 20 Terminator en bouclier, donc sauvegarde à 1+ de base, 0+ si vous êtes en couvert léger, une invulnérable à 4+, une insensible à 6 grâce au Ravenwing apothicaire, ainsi qu'une insensible 5+ contre les blessures mortelles, et pouvant être ranimée par l'apothicaire. Allez, bon courage. Pour finir, les attaques rapides, 3 unités de 3 attaques bike, tout en multifuseur. On dirait bien qu'il y a eu des changements dans la hiérarchie, vous ne trouvez pas? Les Dark Angel m'ont semblé exceptionnellement bons. Avoir passé en revue les changements Dark of Omen, et cette liste montre exactement pourquoi. Parce que tout ce qui peut être Deathwing ou Ravenwing voit ses capacités défensives et offensives renforcées gratuitement. Lorsque les unités de Marines deviennent largement moins chères, les Dark Angel peuvent vraiment en profiter, et ils sont encore aidés par l'équipement gratuit, qui est particulièrement pertinent pour les Terminator Deathwing. Ils sont libres de mélanger des armes de mêlée avec quelques lance-missiles pour aider à projeter une certaine menace. D'excellents personnages soutiennent tout ça. Cette liste semble terrible à affronter. La liste Custodes est une surprise, et c'est assez agréable de voir des nouveautés sur les tables pour cette faction. Ils ont clairement gagné gros lors des changements d'Ark of Omen, mais ils étaient toujours dotés de secondaires assez faibles, donc l'ampleur de leur impact était un peu incertaine. D'après les premiers résultats de cette semaine, le pronostic est bon, avec le Solar Watch qui mène la charge, les grandes unités qui ont accès à Sallyforth et au boost de vitesse du kata Callistus font un excellent travail de projection et rend plus pratique le scoring de certains secondaires, en particulier Might of Terra, car les adversaires n'auront pas la tâche facile pour tuer des unités entières devenues objectifs sécurisés car infanterie. Le choix des Warden pour ce rôle semble également assez judicieux et s'avère payant dans ce match-up, parce que vous êtes une figurine à 3 points de vie face à des marteaux tonnerres ou toute autre arme dégâts 3 qui s'adapte à la présence des Terminators, ont une insensible 6+, est un coup de pouce massif à votre capacité de survie. Vous avez environ 42% de chance de réussir l'un des 3-6. Et cela équivaut presque toujours à un coup complet résorbé lorsque vous êtes frappé par un grand nombre d'attaques de ce type en même temps, particulièrement en combinaison avec l'Hospice de l'Empereur qui peut être utilisé
utilisé plus d'une fois par bataille désormais. Cela signifie que sortir et combattre des terminateurs d'assaut est nettement moins suicidaire, ce qui est une bonne chose, parce que vous devrez éventuellement le faire. D'autres choses que cette liste montre est la valeur de ne pas avoir à prendre des troupes si vous ne voulez pas, et c'est génial. Pour les Alarus, d'avoir objectif sécurisé. D'autres choses que cette liste montre est la valeur de ne pas avoir à prendre de troupes, si vous ne le voulez pas. Et c'est génial pour les Alarus d'avoir objectif sécurisé, car il rend ces unités d'une figurine fantastique pour tenir les objectifs dans sa zone de déploiement. Et dans Ark of Omen, ils sont également bons pour avoir 2 unités d'une figurine qui se téléportent dans la zone de déploiement adverse afin de réaliser Behind Enemy Lines. Alors comment les deux listes s'affrontent-elles ici? Plutôt bien. À cause de l'effet Warden, les Deathwing se retrouvent dans la position inhabituelle de ne pas avoir nécessairement l'avantage. Car bien que les Terminators Dark Angel soient aussi objectifs sécurisés pour tenir facilement les objectifs, du côté des unités Custodes, chaque figurine valent pour 2 et sont aussi objectifs sécurisés, ce qui permet d'avoir l'avantage sur le score primaire. Mais si les deux camps se battent pour un match nul, cela pourrait ne pas être suffisant. Les Dark Angel bénéficient cependant d'un grand nombre d'unités sur la table. Les Custodes ont apporté un certain nombre d'unités sacrificielles, sans doute dans le but de pousser Behind Enemy Lines. Mais les anges sont un peu plus flexibles sur le champ de bataille, ce que le scénario conversion récompense particulièrement. Les Custodes, de manière inhabituelle, finissent probablement par avoir l'avantage sur les secondaires. Je pense qu'ils peuvent bien jouer sur Behind Enemy Lines, ainsi que les bannières, et honnêtement, peut-être nos prisonneurs, alors que les choix des anges ne sont pas tout à fait aussi bons. Avec bannière, qui est moins sûr, à cause de la suprématie d'objectifs sécurisés du Custodes, Stubborn Défiance, qui est un échec ici, et la plupart des choix de Marines sont assez faibles dans le match-up. Je pense que les Dark Angel ont un avantage sur le plan de la puissance, et du jeu primaire de milieu et de fin de partie, car on a l'impression qu'ils devraient réussir à éliminer petit à petit les ressources du Custodes. Et chaque perte permet de limiter son impact sur le primaire, afin de reprendre l'avantage du côté des anges. Mais si les Custodes peuvent marquer suffisamment tôt, ou faire le truc des Custodes en faisant rebondir ce qui devrait être une frappe alpha sur des invulnérables 4+, alors ils pourraient s'en sortir. Je favoriserai les Dark Angel dans l'ensemble. Mais les Custodes ont battu l'écart et ont gagné cette partie 85 à 65. L'hospice de l'empereur est de retour, ainsi que les grandes unités de Custodes. Il y a peu de choses plus difficiles à déplacer une fois que les défenses sont en place. Et comme discuté dans le showdown, le choix des Warden rend cela particulièrement efficace dans un metagame avec beaucoup d'attaques à dégâts 3. J'aime aussi la façon dont la liste se construit pour Behind Enemy Line. Entre le personnage supplémentaire bon marché d'Aleia et la mobilité de début de partie des Witchseekers dans leur Rhino, c'est génial de voir les Custodes de retour en action. Et bravo pour avoir remporté le premier Super Major d'Ark of Omen. À la seconde place, nous retrouvons le joueur Dark Angel. Comme prévu, c'est l'heure du Dark Angel. Les Terminators Deathwing sont tout simplement incroyablement bons maintenant, et ils sont soutenus par une grande série de personnages. Des synergies fantastiques pour les motos d'attaque, les Storm Speeder ou les Inceptors, même s'ils ont subi une augmentation récente via une mise à jour du Munitorum, ramenant la version plasma à 60 points. Et le puissant ensemble de stratagèmes que le codex Dark Angel offre, c'est l'une des meilleures options pour construire des Marines. Alors attendez-vous à voir de nombreux joueurs suivre les traces de cette liste au fil de la saison. En troisième place, nous avons une liste du codex TOW. Cela fait depuis un long moment que nous n'avions pas eu de cette Borkan, améliorant la portée des armes de tir de 4 pouces, ainsi que la résilience des battlesuits et véhicules de la liste, en réduisant d'1 point la force des armes de tir ennemies de force 7 ou moins. En QG, nous avons un Commander Enforcer, avec le trait Précision of the Hunter, pour la relance complète des jets pour toucher et blesser, ainsi que la relique Beagle Hunter Plate, améliorant grandement la résilience du personnage. Du côté des équipements, nous avons 3 Cyclic Ion Blaster, ainsi que le prototype Lance-Flamme TOW Thermonutronic Projector, accompagné d'un marqueur drone, et ce sera le seigneur de guerre de la liste. Avec le stratagème héroïque support, nous rajoutons un Commander Colstar, avec le trait Borkan Seeker of Perfection, qui améliore la PA de -1 des attaques du personnage, et lorsque vous faites un jet pour blesser de 6 non modifié, vous infligez une blessure mortelle en plus, un maximum de 3. Très intéressant pour un personnage équipé du prototype DW2 du Burst Cannon, de 2 taux lance-flammes, du High Output Burst Cannon et d'une Target Lock pour ignorer les couverts légers. Bref, vous avez une saturation extrêmement efficace accentuée par la disparition de l'armure du mépris. Et comme tout arméto non Farsight, un éthéré avec Wisdom of the Gate pour générer un point de commandement par tour, et exceptionnellement pas de Sense of Stone, mais Stormfire pour permettre à une unité corps de pouvoir tirer sans échouer leur action. Très intéressant si vous avez joué l'Aerospace Targeting Relay, ou sur des scénarios demandant des actions comme les bombes ou les scanners. En troupe, 2 unités de Breacher, en attaque rapide 2 unités de 4 Crouthound, ainsi qu'une unité de Deep Pathfinder équipée de 3 Rail Rifles, d'un drone inhibiteur, Pulse Accelerator et Recon. En soutien, 2 Hammerhead Gunship en double accélérateur Burst Cannon et Seeker Missile, ainsi que 2 Riptide, l'une équipée d'un drone Shielded Missile. Enfin, en transport, 3 Devilfish. Les taux ont été forts dans Nephilim, et leurs nerfs ont été plus ciblés dans Ark of
of Omen que ceux des autres grandes factions, avec pour résultat que tant que vous pouvez construire une liste qui ne repose pas que sur les Battlesuit Crisis ou des Sunshark Bombers, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ce que cette liste a réussi à mettre en place ici, en tirant parti de la durabilité supplémentaire de Burkan, utile pour éviter les tirs massifs de bolters, et d'un grand nombre de véhicules, et une liste de contrôle du champ de bataille assez puissante. Avec beaucoup de transport, elle est capable de jouer un jeu assez musclé quand c'est nécessaire, et d'être une autre armée qui excelle dans Behind Enemy Line. L'armée comprend une escouade de Pathfinder qui peuvent utiliser Recon Sweep pour installer de nombreux marqueurs light, ainsi que la possibilité de détruire quelques Space Marines avec leurs fusils rail en cas de besoin. Les Riptide adorent également réduire les Marines en petits morceaux, et avoir une paire de Hammerhead à portée de main va être très effrayant pour les joueurs d'Imperial Knight et Chaos Knight, qui seront assez malchanceux pour les affronter. C'est génial de voir qu'une version très différente des listes Farsight ou du set TOW s'en sort bien. Pour la 4e place, nous avons de nouveau le codex TOW. Plus traditionnel, une liste du set TOW. En QG, 2 commandeurs Colstar, le premier avec le trait Precision of the Hunter, de la relique Solid Image Projection, équipé de 2 Airbursting Fragmentation Projectors, d'un High Output Burst Cannon, ainsi que du prototype lance-flamme. Ce sera le seigneur de guerre de notre armée. Avec le stratagème Heroic Support, nous avons un second commandeur Colstar, avec le trait Exemplar of Koyon permettant de redéployer entre 1 à 3 unités, dépendamment de la philosophie tactique que vous aurez choisie. La relique Pure Tide Engram Neurochip permettant de récupérer des points de commandement en fonction des types de stratagèmes que vous utiliserez. Il est équipé du prototype d'Airbursting Projector, le Dominator Fragmentation Launcher, ainsi que du High Output Burst Cannon et de 2 Plasma Rifles. Bien entendu, il sera accompagné de 2 drones marqueurs. En 3e choix, nous avons un Crude Shaper équipé de la relique Advanced EM Scrambler permettant de repousser les unités ennemies arrivant en phase de renfort et de neutraliser des capacités d'aura. En dernier choix de QG, Long Strike. Du côté des troupes, 2 unités de Deep Breacher. En élite, une unité de 3 Stealth accompagnée de 2 Shield Drones. Pour les attaques rapides, 2 unités de 4 Crude Hand et une unité de Deep Icewinder avec 3 Rail Rifle accompagnée d'un Pulse Accélérateur et d'un Recon Drone. En soutien, 3 Riptide. Les 3 en double Plasma Rifle, 2 avec le Ion Accélérateur et une en Heavy Burst Cannon. Pour finir avec les transports, 2 poissons maléfiques. Le plan ici n'est honnêtement pas si différent de la construction de Borkan. Beaucoup plus de contrôle du plateau que ce que nous avons vu dans les listes de TOW dans le passé, des signes clairs de construction pour Behind Enemy Line, les doubles Colstar étant capables de presque verrouiller les tours 4 et 5 si nécessaire, ce qui les rend super difficiles à arrêter. Et à nouveau une unité de Pathfinder. Il y a juste 3 Riptide, parce que Ark of Omen penche inévitablement vers la Triptide. Bravo pour avoir complété la 4e place de ce top. Passons au Best of the Rest. Au Rest of the Best. Nous avons en 5e place Matt Morosoli, que nous avons vu justement durant l'étape finale du LVO avec ses Chaos Demon. En 6e place, Oscar Curie avec l'Adeptus Custodes. 7e place, Alex Tause avec ses Chaos Knight. 8e place, Ben Warrior avec l'Adeptus Mechanicus. 9e place, Joshua Brody avec les Chaos Demon. Et pour finir à la 10e place, Brody Middleton avec ses Craftworld Harlequin.